Bonjour, je suis le Dr Ludovic Samalin, je suis praticien hospitalier au CHU de Clermont-Ferrand et je vais vous présenter une conférence autour de l'éducation thérapeutique sur son smartphone, notamment dans le domaine des troubles de l'humeur, et je vais présenter une série de travaux réalisés, et notamment une application smartphone destinée aux patients souffrant de troubles bipolaires qui délivre des messages de psychoéducation personnalisés. C'est un sujet, l'éducation thérapeutique, donc sur son smartphone, que j'ai centré autour du trouble bipolaire pour plusieurs raisons. Et notamment la première, c'est qu'il n'y a pas réellement d'autres applications de psychoéducation dans les autres domaines autres que le trouble de l'humeur. Et puis, parce qu'il fallait faire un choix, et j'ai fait ce choix. Alors, l'éducation thérapeutique, bien sûr, quelques éléments de rappel. Autour de la psychoéducation dans le trouble bipolaire, évidemment, la psychoéducation a pu montrer son intérêt. Alors on parle souvent d'observance, mais elle a surtout un intérêt sur d'autres aspects, d'autres domaines, comme la question autour de la conscience de la maladie, l'identification précoce des signes d'alerte, l'hygiène, le rythme de vie, et également la prévention des risques, avec une étude qui a fait date de Colombe et Vieta, publié en 2009, sur un suivi de 5 années de patients ayant bénéficié de psychoéducation versus contrôle, qui montrait des bénéfices significatifs en termes de rechute, en termes d'épisodes, tout type d'épisodes confondus, mais également en termes d'épisodes maniaques, hypomaniaques, mixtes et dépressifs. Alors, par ailleurs, la psychoéducation a démontré son intérêt, mais on se rend bien compte en pratique que c'est une intervention qui a plusieurs limites. Alors, une des premières limites, c'est le déséquilibre entre d'une part les besoins et d'autre part l'accessibilité. J'avais recensé, alors c'est un chiffre qui n'a pas forcément, qui n'a pas une bonne valeur, mais qui permet d'avoir une idée. J'ai recensé le nombre de groupes d'éducation thérapeutique labellisés en France par les ARS. Et on a au total actuellement à peu près 44 groupes d'éducation thérapeutique sur tout le territoire national. Alors évidemment, il y a des groupes qui ne sont pas labellisés, mais ça montre néanmoins l'important déséquilibre qu'il y a entre d'un côté 44 groupes qui fonctionnent à raison de 2 ou 3 sessions par an pour une dizaine de patients, et les 1 million 300 000 patients qui souffrent de troubles bipolaires en France. Deuxième aspect, c'est que ça nécessite des professionnels formés, et au-delà du fait qu'il faut les former, il faut qu'ils aient du temps dédié pour réaliser ces groupes d'éducation thérapeutique, et donc ça nécessite beaucoup de bonne volonté souvent, et des moyens qu'on n'a pas toujours. Le troisième point, c'est que, j'ai déjà dit, mais peu d'établissements proposent des programmes de psychoéducation, et c'est encore plus vrai si on élargit cet horizon sur le plan international. Il y a finalement uniquement les centres spécialisés dans les domaines des troubles de l'humeur, notamment, pour parler de la psychoéducation, ou des centres spécialisés dans certaines thématiques qui proposent ce type d'intervention. L'autre aspect, c'est que c'est une intervention qui est limitée à une période de temps donnée, et à l'issue des séances de psychoéducation, évidemment, on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas les répéter à un moment donné, et si oui, au bout de combien de temps et dans quel contexte. Est-ce qu'on refait le même programme? Est-ce qu'on propose des modules booster ou des modules de rappel? C'est des questions pour lesquelles on n'a pas encore réellement de réponse. Et puis enfin, ce type d'intervention est difficile parfois à adapter à un individu. C'est des interventions souvent de groupe. Et donc, comme elles ont un contenu qui n'est pas toujours individualisable à chaque participant, mais il n'est pas toujours facile d'adapter ce type d'intervention à chaque participant. J'ai par exemple en tête une patiente qui s'était abstenue de venir à une séance parce qu'on allait parler de lithium, qu'elle n'avait pas de lithium. Bon, d'autres viennent et finalement veulent du lithium à l'issue de leur séance. Donc c'est parfois compliqué. Donc besoin de rendre ce type d'intervention plus accessible. Alors dans ce contexte, évidemment, il y a eu dans un premier temps, avec le développement de l'accessibilité à Internet, des interventions de psychoéducation basées sur le support qu'est Internet, mais basées sur des supports fixes, c'est-à-dire des ordinateurs notamment. Et à travers cette revue littérature qui a été réalisée par Hidalgo Mazei, qui est
un de mes précieux collaborateurs dans ce projet que je vais vous présenter après, puisque c'est lui qui est un petit peu à l'origine du projet que je vais vous évoquer après, a réalisé une revue de littérature systématique sur ce sujet, et donc a retrouvé 7 interventions qui ont fait l'objet d'études et qui ont montré des résultats assez hétérogènes, il faut bien le dire, sur la question de la psychoéducation par... Et je vais vous citer quelques exemples. Alors ce qui est intéressant de relever déjà, c'est qu'elles n'avaient pas uniquement des interventions de type psychoéducation, mais il y avait des fois des associations avec des interventions plus comportementales ou des supports qui pouvaient être un petit peu différents. Le deuxième aspect, c'est comme souvent en psychoéducation, il y a une hétérogénéité dans la manière et le contenu. Certaines interventions avaient 8 modules, d'autres 20, d'autres 10. Donc on voit que, comme souvent, c'est difficile d'avoir de l'homogénéité. Et puis, surtout, des différences en termes de résultats, puisque autant en termes de faisabilité, tout le monde s'accorde à dire que c'est possible de faire de la psychoéducation sur Internet, mais en termes d'efficacité, on voit qu'il n'est pas toujours facile de montrer une supériorité par rapport au groupe contrôle de ce type d'intervention. Et notamment pour des designs qui sont des designs associés à une qualité méthodologique de haut niveau, donc des randomisés contrôlés par rapport à des études qui sont plutôt des études pilotes ou des études exploratoires, où là on a des signaux plutôt positifs. Donc il y a aussi cette question évidemment de l'inclusion dans des études où finalement on voit des patients de manière un petit peu plus soutenue et on a souvent des patients un peu plus motivés, et donc ça peut évidemment dans le cadre de la psychoéducation être plus difficile de démontrer un bénéfice sur ce type d'intervention. Alors j'ai centré mon attention sur 2 interventions pour vous montrer un petit peu comment les choses étaient réalisées en pratique. Donc le Beating Bipolar, qui est un programme qui représente 8 modules de psychoéducation et qui se réalise à peu près sur 4 mois. Et donc il y a, c'est important de le souligner, un temps initial d'éducation en face à face avec le patient pour lui montrer comment on se sert de cet outil. Et puis, il va réaliser les 8 modules de psychoéducation. C'est des vidéos qui durent une vingtaine de minutes et qui sont émaillées d'exercices interactifs. Il précise que c'est du 50-50, autant de vidéos que d'exercices interactifs, avec des exercices interactifs du genre je crée mon propre agenda de l'humeur, des choses comme ça. Et ils espacent chaque module d'à peu près 2 semaines, et donc ils réalisent cette psychoéducation sur 4 mois avec, comme souvent, un forum de discussion qui permet d'échanger. Donc ce n'est pas uniquement le patient dans son coin qui réalise sa psychoéducation, il y a une intervention à un moment donné aussi extérieure. Alors l'étude qui avait été réalisée montrait que lorsqu'on compare donc, un groupe de patients qui a ce type d'intervention versus un groupe contrôle, donc sur une petite population, ça c'est évidemment la limite de ce travail, et bien finalement, ils ne retrouvaient aucune différence significative entre le groupe contrôle et le groupe qui a eu l'intervention sur les différents domaines explorés, à savoir la symptomatologie thymique, la qualité de vie, le fonctionnement, qu'il soit mesuré à la GAF ou à la FAST. Et donc, une étude qui, pour les auteurs, était un petit peu décevante finalement dans les résultats. Et ils mettaient, eux, en avant un aspect assez étonnant, mais c'est très américain peut-être, l'ethnicité caucasienne, le fait qu'il y ait 98% de caucasiens dans le groupe. C'était peut-être une limite qui expliquait cette absence de significativité, donc j'ai un petit peu du mal à l'expliquer dans leur justificatif. Peut-être qu'on peut s'interroger sur le nombre de sujets qui a participé, et encore une fois le design surtout de l'étude qui est peut-être pas le plus approprié pour ce type d'intervention. Un autre type d'intervention qui est intéressante, même si encore une fois le travail réalisé peut être un peu surprenant, qui est un module de psychoéducation qui s'appelle Mood Swing avec une première version qu'on a appelée 1.0 avec 5 modules qui sont 5 modules principaux on retrouve à peu près à chaque fois les mêmes thématiques, et ce qui est intéressant, c'est 3 modules booster qui vont venir à distance de la première série
c'est-à-dire tous les 2 ou 3 mois à l'issue des 5 premiers modules. Donc ça vient finalement renforcer l'acquisition à travers d'autres approches. Et puis une deuxième version qui pour celle-ci, a été associée à d'autres outils, notamment des outils interactifs où le patient peut personnaliser un certain nombre d'éléments sur ses facteurs de stress, sur ses traitements, etc. Et également des outils comme l'agenda de l'humeur, des outils de gestion de crise, etc. Donc 5 modules interactifs, 3 boosters, des outils interactifs, des modules un petit peu plus longs, 30 à 40 minutes chacun, et puis pareil, un forum de discussion pour soutenir. Donc là, je m'attendais à trouver une étude versus bras contrôle, pas du tout. Donc voilà comment ça se présente. Donc on voit que c'est quand même assez... c'est très littéraire, hein, il y a beaucoup de choses à lire et peut-être que ça, c'est quelque chose qui est difficile pour les patients, mais quelque chose qui est très riche et qui présente beaucoup de contenu. Et donc, je m'attendais à une étude versus contrôle. Non, ils ont fait Mood Swing 1 versus Mood Swing 2. Alors, sur le coup, on se dit, bon, bah, peut-être pas trop d'intérêt. En fait, il va y avoir un intérêt assez important à ce type d'étude. Donc, un groupe où ils ont Mood Swing 1 et un groupe où ils ont Mood Swing 2. En fait, ce qui est intéressant de noter, premièrement, c'est que dans les deux groupes, on retrouve une réduction de l'intensité des symptômes thymiques et une amélioration du fonctionnement psychosocial, de la qualité de vie et de l'observance médicamenteuse. Donc, par rapport à la baseline, on a globalement une amélioration qui est significative. Ce qui est surtout, je trouve, intéressant, c'est qu'on voit que la modification du contenu et l'association à d'autres outils retrouvent des différences qui sont significatives sur certains domaines, comme l'amélioration des scores de manie par rapport à un autre groupe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine des nouvelles technologies, vous savez que les applications, notamment ou les programmes qui sont proposés sur Internet, sont amenés à évoluer de manière assez rapide. Et ces évolutions, en fait, peuvent modifier les résultats qu'on obtient en fonction des versions qu'on utilise. Donc c'est un point important à prendre en compte. Et en théorie, mais ce qui est impossible à faire en pratique, pour chaque version, il faudrait réaliser une étude. Donc dans ce contexte, bien sûr, est arrivé, avec le développement des smartphones, qui s'est fait finalement de manière un peu exponentielle, comme le développement d'Internet, quelques années plus tard, la question de développer des interventions sur smartphone. Alors, ça a déjà été dit sur les précédentes interventions, mais globalement, on peut dire qu'il y a 4 grands domaines qui sont utilisés, explorés dans ce type de support, application, donc smartphone mais aussi tablette. Hein. Domaine de l'auto-évaluation, hein, j'auto-évalue mes symptômes, de la gestion des symptômes, de la gestion du traitement, et puis quelque chose d'assez élargi autour de la recherche d'une information par rapport à ma maladie. En tout cas, ces outils ont montré des intérêts en termes d'accessibilité, évidemment, puisque on élargit l'accessibilité à beaucoup d'interventions, la disponibilité, la simplicité et les habitudes d'utilisation, et puis les diversités des domaines d'utilisation concernés, et enfin, bien sûr, ça ne vous a pas échappé, un intérêt économique qui nous rattrape de jour en jour. Alors, il y a bien sûr des freins, et je vais insister sur les freins parce que il y a des freins auprès des patients, mais il y a des freins aussi auprès des professionnels de santé. Et je pense que c'est un point extrêmement important et qu'il faut le considérer parce que de toute façon, sinon, les outils connectés ne rentreront pas dans le domaine de la pratique médicale, puisque c'est déjà le cas. Hein. Il y a beaucoup de développement, mais l'intégration actuelle des objets connectés dans la pratique médicale est relativement minoritaire. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a un manque de confiance dans le numérique. On se pose beaucoup de questions sur la sécurisation des datas, etc. Alors même si récemment, les choses sont en train d'évoluer. Il y a ce manque de confiance d'une manière globale autour du numérique. Il y a cette notion de clivage générationnel, avec en fait une double idée qui est un petit peu opposée, mais qu'on retrouve dans les études. L'idée que finalement les plus jeunes sont plus habitués à utiliser les outils connectés par rapport aux personnes les plus expérimentées, mais que finalement, en termes d'utilisation, eh ben, ce sont les plus expérimentés qui sont les plus observants à l'utilité d'un outil connecté. C'est-à-dire les jeunes, au bout d'un mois, 2 mois, ils arrêtent, alors que ceux qui ont plus d'expérience, on va dire, sont plus observants. Et on retrouve des taux de rétention, on appelle ça comme ça, qui sont plus élevés chez les personnes un petit peu plus âgées. Ça y est, j'ai lâché le mot.
Dernier point qui est quand même important aussi, c'est l'absence de preuve de leur efficacité. Là, j'ai pris l'exemple des troubles de l'humeur, mais notamment dans la dépression, c'est un champ très large. La majorité des applications dans la dépression, en fait, concernent plutôt la déprime, plus que la dépression. Et une revue littérature qui retrouvait, donc déjà c'était 2013, donc ça commence déjà un petit peu à dater, on peut imaginer qu'il y en a encore plus que ça aujourd'hui. 1536 applications disponibles dans la dépression, pour 32 publications scientifiques, dont seulement 4 qui évaluaient véritablement l'intérêt de 3 applications. Donc au final, on a de la data pour 3 applications sur 1536 applications disponibles. Donc évidemment, le patient s'y perd et c'est probablement à nous de le guider par rapport à ça. Dans le trouble bipolaire, 82 applications retrouvées et les auteurs ont essayé de regarder dans le contenu, d'un point de vue qualitatif, ce qui pouvait être retrouvé et ont retrouvé globalement une absence de contenu fiable ou qui pouvait suivre les recommandations professionnelles internationales dans la prise en charge du trouble bipolaire. Donc évidemment, un sujet de préoccupation, au-delà de la sécurité, c'est le contenu de ce qu'on peut être amené à retrouver. Et puis le dernier frein, c'est quand même l'absence de cadre, pour l'instant légal. Là aussi, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, mais tant que les autorités n'auront pas mieux défini ce cadre-là, il sera difficile pour nous d'utiliser en pratique les objets connectés. Alors, je vais quand même essayer de vous convaincre de l'utilité. Application smartphone, donc d'auto-évaluation et de psychoéducation dans le trouble bipolaire, c'est ce projet donc Simplé qui a été lancé par l'équipe de Vieta, donc de Barcelone, avec Francesc Colom et donc Diego Hidalgo Mazei, qui combine deux choses. Il est à la fois, on va dire, un peu informaticien et psychiatre, donc c'est une bonne association, et qui a donc porté ce projet pour l'équipe de Vieta, avec un objectif qui était de faciliter l'auto-évaluation de la maladie, la gestion de la maladie, et améliorer son évolution dans le cadre d'un programme de psychoéducation personnalisé. Alors c'est un objectif ambitieux, bien sûr, d'autant qu'il doit faire en sorte de prendre en compte en même temps le fait que son utilisation doit être simple et adaptée au quotidien, que ça ne doit pas être stigmatisant, que ça ne doit pas être invasif, que ça doit être plutôt discret, que ça doit être assez sensible pour détecter des modifications de l'humeur, voire des situations d'alerte, que ça puisse délivrer des messages de psychoéducation adaptés et qui puisse aussi favoriser l'activation comportementale si besoin est, que ce soit sécurisé et que ça puisse fournir des données cliniques utiles en pratique. Donc évidemment, une histoire assez compliquée au départ. Alors le projet, il se décline de cette manière-là. Plusieurs étapes. Une étape initiale qui est finalement extrêmement importante et qui est peut-être la plus longue et fastidieuse, qui est l'étape de développement et de testing. Puis une étape de faisabilité. Et la dernière étape, côté espagnol, qui est une étude randomisée, contrôlée, bras traitement as usuel versus bras traitement as usuel plus l'utilisation de l'appli, auquel s'est rajouté deux petits projets supplémentaires, si j'ose dire. Un projet qui s'appelle Open Simplé et dont je vais vous parler, et puis la petite branche française qui a réussi à se greffer à la grosse branche espagnole. Alors, la phase de développement, évidemment, elle est compliquée. Le schéma le montre, hein, il est compliqué, le schéma aussi. On retrouve évidemment au départ une interaction entre des utilisateurs et des experts à travers des focus group pour essayer de comprendre quelles pourraient être les attentes de ce type d'application et comment le point de vue et les perspectives des experts d'une part et ceux des usagers, des patients d'autre part, peuvent à un moment donné se rencontrer pour essayer d'aller vers quelque chose qui répond aux objectifs qui ont été fixés. Et puis, progressivement, évidemment, on évalue le budget, les coûts, et puis on commence à rentrer en contact avec des développeurs pour voir finalement par rapport à ce qu'on imaginait, ce qui est possible de commencer à faire. Puis à chaque fois, vous voyez, il y a le terme focus group qui revient, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut organiser des réunions et refaire le point. Et puis, on sort la première version alpha, puis bêta, on commence à la tester. Et puis là, à nouveau, on essaye de résoudre les différents problèmes jusqu'à l'étude de faisabilité et puis, bien sûr, in fine, l'étude randomisée pour démontrer son efficacité. Alors, le point qui est aussi important à souligner, c'est la manière dont ces interactions ont été réalisées entre les développeurs, les testeurs, l'équipe de recherche
et les patients. Les patients qui étaient testeurs, entre guillemets. Vous voyez que l'interaction entre les patients était réalisée uniquement avec l'équipe de recherche et que pour le reste, l'équipe de recherche centralisait l'interaction avec, d'une part, les développeurs et les professionnels qui servaient de testeurs ou qui participaient au projet. Et les développeurs n'avaient pas droit de regard, si j'ose dire, sur les données ou ce qui était retrouvé du côté des patients. De manière à assurer l'anonymisation, la sécurité des données, et de manière à faire ça dans les règles, on va dire, éthiques. Mais donc, évidemment, un développement qui est compliqué à organiser de par la nature des enjeux qui lui sont associés. Donc ça a donné cette première appli qui est Simply 1.0. Alors là, je vous ai mis la version française, je n'ai pas résisté, puisque habituellement c'est en espagnol. Donc ça se présente un petit peu de cette manière-là. Donc vous pouvez télécharger l'application sur l'Apple Store ou le Google Play, donc ce que je vous invite à faire, puisque vous pourrez du coup, sans oublier, utiliser votre password et votre identifiant. Donc lorsque vous l'avez téléchargé, vous allez sur l'Apple Store, vous tapez Simply, vous rajoutez Bipolar, sinon vous ne trouverez rien. Et une fois que vous l'avez téléchargé, on va vous demander en fait un identifiant et un password. Et donc votre identifiant commence par FR et vous avez un numéro, compris entre 1 et 100. Et les 4 chiffres suivants, c'est votre password. Donc simplement, en fait, je me sers aussi de cette conférence pour vous faire rentrer comme testeur dans le projet, puisqu'on manque de testeurs. Donc à partir du moment où vous êtes connecté, vous devenez un testeur. Donc à tout moment, je peux savoir ce que vous mettez, d'ailleurs, comme cotation. Moi, je sais tout. Et ça permettra surtout, c'est pour ça j'ai créé une boîte mail, de revenir vers moi s'il y a des choses énormes que vous avez retrouvées. Il y a encore des petits bouts d'espagnol qui traînent par-ci par-là dans l'application. Donc ils vont disparaître petit à petit. Mais si en termes de contenu, vous voyez des choses qui sont énormes ou qui vous paraissent non adaptées, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi, m'envoyer un petit mail sympathique ou très critique pour me dire voilà ce que vous avez retrouvé, un message de psychoéducation qui était inadapté ou chose et d'autres. Donc, simplement pour vous montrer en pratique comment ça se passe, donc vous avez un menu déroulant, vous avez un agenda de l'humeur qui apparaît toujours systématiquement, qui vous permet de savoir où vous en êtes dans votre stabilité, et puis le menu déroulant qui va comprendre un certain nombre d'éléments, et je vais y revenir. Là, c'est typiquement un test quotidien. Ici, c'est le test de l'humeur. Vous cotez votre humeur en fonction, de manière très simple. Je vais rebondir sur l'intervenant de la dernière fois qui disait qu'il faut que ce soit joli, attrayant, attractif. Nous, comme le nom de l'application, on a fait simple, hein, mais il faut que ce soit aussi compréhensible. Et puis, il y a cette partie-là qui correspond en fait aux tests hebdomadaires. Donc, vous avez des tests quotidiens et des tests hebdomadaires qui sont un petit peu plus riches, un petit peu plus long. Donc en gros, un test quotidien, ça prend moins d'1 minute. Un test hebdomadaire, ça prend moins de 5 minutes. Excusez-moi. Oui. Donc le premier, c'est l'identifiant, FR00 quelque chose. Et après, pour le password, vous tapez les 4 chiffres. Vous ne mettez pas true. True. Donc voilà le fonctionnement général de l'application en fait. Donc vous avez 5 tests quotidiens qui cherchent à évaluer votre humeur, votre niveau d'énergie, votre nombre d'heures de sommeil, votre niveau d'irritabilité et votre niveau d'observance. Et donc vous avez à chaque fois un curseur, hein, comme je vous l'ai montré précédemment, qui modifie en fait la signalétique en fonction de... Alors, oui, au départ c'est en espagnol, mais ça va changer après. Il faut continuer, après c'est en français. Ça fait partie des petits bugs, c'est pour ça qu'il faut des testeurs. Ah, il m'en reste un. Donc, une fois que vous avez rempli vos tests quotidiens, donc vous pouvez le paramétrer, ça, l'heure à laquelle vous voulez recevoir vos tests quotidiens, à 8h du matin, à 10h le soir, etc. Et donc tous les jours, on vous le propose. Et puis évidemment, ça va faire évoluer votre agenda de l'humeur au fur et à mesure des différents jours et mois. Et donc vous allez avoir une vision plus ou moins globale, vous pouvez les régler. Donc c'est une aide évidemment potentielle aussi à la visite, mais ça on va y revenir.
Et puis après, vous avez des tests hebdomadaires. Alors, tests hebdomadaires qui peuvent aussi être plus rapprochés si vos tests quotidiens sont particulièrement préoccupants. C'est-à-dire que si vous avez une humeur qui est un niveau d'énergie et un niveau d'irritabilité on va vous poser quelques questions qui émanent des tests hebdomadaires, qui sont des questions assez proches de ce qu'on peut retrouver dans un mini, mais qui ont été un peu adaptées. Donc ici, par exemple, vous êtes-vous senti différent, plus exalté, plein d'énergie ou excessivement irritable la plupart du temps, presque tous les jours? Vous répondez oui ou vous répondez non. Et puis vous avez un certain nombre de questions comme ça. Ça permet quoi? Ça permet, à partir d'un algorithme, d'aller premièrement vérifier votre état thymique et voir s'il y a une alerte à déclencher. Et deuxièmement, ça permet d'aller piocher dans la librairie de messages psychoéducatifs un message qui semble plus adapté à votre état. Donc, si vous êtes en ce moment un petit peu moins bien et si vous consommez par exemple un peu plus d'alcool, ça va aller piocher dans la case hygiène de vie, consommation de produits. Et donc il y a une série de messages psychoéducatifs associés à ça et on va vous en proposer un. Et donc tous les jours, l'utilisateur va recevoir des notifications avec un conseil psychoéducatif qui se veut court, une espèce de punchline, avec un message clé et qui reprend en fait les grandes idées et les grands messages qui ont été proposés dans le guide de psychoéducation de Vieta et Colland, qui était sorti à l'époque, bon, qui nécessite quelques mises à jour aujourd'hui. Donc ça, c'est le principe de l'utilisation avec, je ne l'ai pas précisé là, mais donc des alertes, puisqu'on vous demande au départ, quand vous connectez, un numéro de téléphone et un email d'une personne référente. C'est en gros la personne vis-à-vis duquel le patient est OK pour être alerté, contacté en cas de besoin. Donc ça peut être un proche, mais ça peut être aussi un médecin, ça peut être une équipe soignante, un case manager, etc. Donc ça permet aussi de l'utiliser de manière adaptée à l'organisation locale, si j'ose dire, parce que chacun a ses propres organisations. Les Espagnols mettent systématiquement le nom du médecin. Donc évidemment, le médecin peut être contacté le dimanche à 23 h par une alerte, ça ne pose pas de problème. Pour nous, c'est peut-être différent culturellement, c'est peut-être pas dans nos habitudes. Et donc, en termes d'alerte, hein, ça peut être une alerte autour de la rechute, mais aussi des alertes en termes de risque suicidaire. Alors, première partie sur une étude de faisabilité. Étude de faisabilité, donc, avec 85 patients au départ éligibles. Et là, c'est intéressant de voir en fait qu'on en perd un tiers qui n'ont pas été inclus sur les patients qui étaient éligibles. Tout d'abord parce que la première version n'était qu'une version Android. Donc, on en a perdu un certain nombre parce que l'appareil n'était pas compatible. Bon, ça, évidemment, on y sera toujours confronté, même si on peut considérer qu'à peu près 80 à 90% des patients ont aujourd'hui un smartphone. Mais il y a un certain nombre de refus qui sont évidemment, comme toujours, liés à des freins qu'on peut tout à fait entendre, ne souhaitent pas l'application, sont préoccupés par des raisons de confidentialité, n'ont pas le temps pour faire les visites dans le cadre de la recherche, et autres raisons. Donc au total, 51 patients inclus, 49 patients le premier mois, 46 le deuxième, 39 le troisième. C'est pas si mal. Taux de rétention de 76% sur 3 mois. Ils les ont bien motivés. Ils sont restés compliants. Alors, quelques données sociodémographiques. Pour rappeler simplement que les patients qui étaient inclus étaient stabilisés, hein, avec des YMRS et des HDRS qui étaient relativement basses. Une durée de la maladie moyenne, autour de 10-12 ans. Et puis des comorbidités qui étaient quand même bien présentes, avec des scores à la FAST, le cutoff autour de 11-12 pour considérer qu'il y a des difficultés de fonctionnement. Donc on retrouve quand même une population avec des épisodes aussi, donc une population assez représentative de ce qu'on peut retrouver en pratique. Et donc, première question, premier point évalué en termes de satisfaction. Donc, bon, sans surprise, globalement, les participants qui étaient d'accord pour télécharger l'appli étaient plutôt contents d'avoir utilisé l'appli. Donc, plutôt satisfait ou vraiment satisfait. Est-ce que l'appli est discrète? Puisque c'était un point, à un moment donné, dans les freins évoqués, donc plutôt oui. Est-ce qu'elle est utile pour mon problème? Plutôt oui, quand même. Est-ce qu'il y a eu des problèmes techniques? Il y en a eu un certain nombre, et ça, évidemment, c'est un souci, donc c'est pour ça aussi que je compte sur vous. Il y en a plein, des problèmes techniques, actuellement, sur la version française, donc il faut qu'on avance sur ce plan-là pour pouvoir la développer et lancer le projet, surtout. Alors, autre aspect sur la question de l'interaction, ça c'est très important. Il y a des fois des proches notamment
qui imaginent que le fait de télécharger une appli va rendre les patients complètement addicts à cette nouvelle application et qui vont y aller 50 fois par jour. Bon, là, on retrouve une interaction en moyenne d'1,3 fois par jour, donc on est plus proche d'une connexion par jour que de 10 connexions par jour. Et puis, globalement, une utilisation 80% du temps, 77 jours sur 90, avec une bonne compliance au niveau des tests quotidiens et hebdomadaires, 88% et 100%. Et peut-être le plus important, une bonne corrélation entre les scores des tests quotidiens réalisés au cours des 7 derniers jours et les scores à la Youngmania et à la Hamilton Dépression. En fait, il y a beaucoup d'applications qui utilisent une manière de mesurer les symptômes à l'heure actuelle qui n'ont jamais été validés. On remet finalement, on numérise des outils à travers des applications où on utilise des nouvelles technologies pour mesurer. Et il est important de pouvoir à un moment donné valider et s'assurer que ce qu'on mesure correspond à quelque chose. Au cours de cette étude de faisabilité, il y a eu 10 alertes suicides qui ont été reçues auprès de l'équipe de soins référente et les patients ont été ainsi recontactés pour évaluer la situation. Donc sur 3 mois, 50 patients, 10 alertes. Alors il y a eu une analyse post-hoc qui a été réalisée, alors sur un faible échantillon, donc beaucoup de précautions par rapport à ça, mais malgré tout une tendance qui retrouvait une amélioration en termes d'observance, notamment du pourcentage des patients ayant une observance dite élevée, et puis peut-être aussi un intérêt en termes de rythme, des rythmes circadiens. Alors est-ce que c'est le fait de recevoir des messages quotidiens à heure régulière qui fait que, je pense qu'il y a peut-être d'autres raisons, peut-être que effectivement les messages de psychoéducation apportent des informations ou en tout cas activent d'un point de vue comportemental certains domaines d'activité. En tout cas, on retrouvait des différences significatives pré-post utilisation. Alors, ça c'était la version 1.0. Vous avez normalement la version 1.5 qui a rajouté donc un changement de design, mais surtout quelque chose, alors ça c'est un point de discussion important à l'heure actuellement autour de la gamification. L'idée de la gamification, c'est d'essayer de répondre à la problématique de la rétention, de l'utilisation. Donc, d'améliorer l'attractivité de l'application pour que les utilisateurs y voient aussi un intérêt, mais que ce soit aussi ludique. Ce qui a été rajouté, qui est assez intéressant, c'est les signes ou dits symptômes prodromiques, c'est-à-dire que le patient peut personnaliser certaines des questions qu'il va recevoir, notamment les questions hebdomadaires, où on va vous demander, lors de votre épisode maniaque ou lors de votre épisode dépressif, au départ, dans la manière de calibrer l'application, quel était le symptôme qui était le plus fréquemment rencontré. Donc là, j'ai mis hypersomnie lorsque je suis dépressif, et j'ai mis hyperactivité lorsque je suis en phase maniaque. Et donc, à un moment donné, dans les tests hebdomadaires, c'est une question qui m'est posée. Est-ce que vous avez eu, au cours de ces derniers jours, un symptôme d'hypersomnie ou un symptôme d'hyperactivité? Donc ça permet de personnaliser potentiellement l'arrivée d'un épisode. Les événements de vie stressants aussi, vous pouvez à un moment donné les rentrer, puisque ça peut être un facteur qui favorise une rechute. Et puis vous pouvez maintenant partager votre agenda de l'humeur. Donc ça, le principal intérêt évidemment, c'est de pouvoir le partager avec son médecin, son psychiatre, d'amener une information entre 2 consultations, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi entre la dernière visite, il s'est écoulé 1 mois, 2 mois, 3 mois, comment les choses ont évolué. On aura beaucoup plus de précision et puis bon, des rappels de traitements médicamenteux qui peuvent toujours être utiles. Donc, cette version a donné lieu à un projet de recherche beaucoup plus élargi, qui est une étude en fait ouverte, auquel donc, on a été associé avec l'Italie, qui est basée en fait sur une possibilité d'entrer dans le projet à travers un site internet où vous pouvez commencer par demander à participer à l'étude. Et donc là, on vous fait passer un certain nombre de questionnaires, notamment le MDQ, etc., pour vérifier que vous souffrez bien d'un trouble bipolaire. Et puis après, on vous envoie les codes et vous commencez à participer à cette étude. Donc c'est quelque chose qui se fait à distance. Évidemment, ça a beaucoup de limites, mais ça a eu le mérite de pouvoir tester en conditions de vie réelles l'utilisation de l'appli, avec encore une idée assez sympa de rajouter une boîte de suggestions et également de pouvoir rajouter des propositions de messages psychoéducatifs à sa bibliothèque. C'est-à-dire que le patient lui-même
pense que c'est important de donner tel ou tel message, et donc il fait une proposition, et l'équipe de recherche la valide ou la valide pas, et la rajoute à la librairie de l'application. Donc ça permet d'enrichir aussi le contenu si on le juge pertinent. Donc résultat préliminaire de cette étude qui est en cours de soumission. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le nombre de connexions. Au départ, vous avez 5000 personnes qui ont visité le site. Vous en avez 2000 qui sont allés sur la page web. Ils l'ont accédé principalement, et ça aussi c'est une donnée intéressante, via non pas un ordinateur, mais un support mobile, donc iPhone, iPad ou un smartphone Android. Ceux qui ont commencé à lire l'étude et les informations tombent à 1000, donc on n'en a plus qu'un sur 5. Là, on en a perdu 2 tiers, il y en a 700 qui sortent, et on en garde 300 qui se disent pourquoi pas. Sur ces 300, il y en a 120 qui ont été sortis parce qu'ils ne correspondaient pas, ils n'étaient pas bipolaires, ou ils n'avaient pas le bon âge, ou ils se sont connectés plusieurs fois pour avoir les codes, etc. Et au total, donc 200 inclus, et 100 à la fin qui ont complété le questionnaire. Donc vous voyez, on parle de 5000, on arrive à ça. Bon. En tout cas, quelques éléments d'information qui sont intéressants à ressortir. Tout d'abord, une moyenne d'âge des personnes intéressées qui est beaucoup plus jeune. Donc quand on s'adresse par Internet à une population, les personnes qui répondent, évidemment, ce sont des personnes de cette génération-là, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est sans surprise. Bon, une majorité de femmes, plutôt des célibataires, et surtout un niveau d'éducation plutôt élevé. Donc ça aussi, ça peut nous interroger par rapport à l'accessibilité de ce type d'outils par ce type de plateforme Internet. Alors ensuite, on retrouve un âge de début, durée de maladie, etc., avec peut-être un nombre d'épisodes qui me paraît élevé dans le cadre des résultats obtenus. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que là, on n'est plus sur une période de 3 mois, mais de 6 mois, c'est de voir les utilisateurs actifs. Et là, on voit qu'il y a un premier élément, c'est qu'au bout d'un mois, on en perd beaucoup. Donc tout se joue sur le premier mois, comme souvent. Et après, ça baisse progressivement pour arriver à 30%. Donc 30%, c'est quand même un chiffre qui est raisonnable pour une application. Il faut quand même le souligner. Et globalement, ils ont fait un calcul qui est le suivant, c'est de dire que au bout de 5 mois d'utilisation, on a à peu près reçu les messages psychoéducatifs qui sont considérés comme les plus importants. C'est-à-dire qu'au bout de 5 mois, entre guillemets, on a complété le groupe, enfin l'intervention de psychoéducation. Alors, utilisation, on est un petit peu plus élevé, autour de 2 fois par jour. On voit que un quart des patients ont fait tous les tests, et puis le reste, 3/4 des tests ou la moitié des tests, en tout cas plus de la moitié ont été à peu près compliants. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que seuls les patients avec l'âge le plus élevé étaient associés avec un maintien de l'utilisation. Donc dans les 30%, on a des personnes plutôt expérimentées, et c'est cette opposition entre clivage générationnel d'un côté et utilisateurs actifs de l'autre. Alors, par rapport aux raisons les plus fréquentes d'arrêt d'utilisation de l'appli, ça, c'est des points qui sont importants parce qu'il faut qu'on les prenne en compte. C'est le manque de temps et le côté répétitif, les problèmes techniques, encore une fois, le manque d'utilité perçue, ça, c'est sûr que c'est un point important, et le fait de ne pas souhaiter d'avoir un rappel de leur propre état. Donc ça, on retrouve un peu ce que on retrouvait dans l'étude Monarca, c'est-à-dire le fait que, pour certains patients, le fait d'avoir un rappel régulier de leur état, comme quoi ils ne vont pas bien, notamment, c'est quelque chose qu'ils ne souhaitent pas toujours. Deuxième aspect, c'est justement sur la question de l'utilité perçue de chaque composante qui est proposée dans l'application. Ça, c'est intéressant dans le cadre de l'évolution, c'est-à-dire que l'idée de mettre un module de gamification, c'était peut-être pas une bonne idée. Puisqu'on voit que parmi les patients qui perçoivent un désaccord assez important, on en a quasiment 20% qui trouvent que la gamification, ce n'était pas une bonne idée. Par contre, utilité perçue, des tests quotidiens, des messages de psychoéducation, donc nous voici rassurés parce que c'était quand même un peu l'objectif de l'application, et puis de l'agenda de l'humeur. Ensuite, c'est plus partagé, et le deuxième aspect qui est également une réponse assez surprenante, c'est le fait de partager son agenda de l'humeur avec quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas dans quel cas la question a été posée, si c'était uniquement auprès du professionnel de santé, ou si ça pouvait être, comme vous savez, ça apparaît, Facebook, Twitter, etc.
dans ce cadre-là, évidemment, on peut comprendre que ça soit un petit peu plus freinateur. Mais en tout cas, ce sont des éléments intéressants dans le cadre de l'évolution de cette application. Donc les projets en cours, un projet donc, qui est le projet espagnol, qui est l'étude de supériorité, qui est en cours, donc traitement as usual versus Simplet plus traitement as usual, et puis la version française du projet, qui est une étude de non-infériorité, et qui vise en fait à voir si on a des résultats entre guillemets comparables entre l'utilisation de l'appli et le traitement as usual versus les groupes de psychoéducation versus traitement as usual, avec un délai de suivi sur 12 mois. Alors évidemment, on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit comparable, mais on se dit que si on arrive à avoir quelque chose qui bouge un petit peu ou qui est comparable, ça pourra être une intervention extrêmement intéressante, complémentaire, et non pas de substitution, hein, c'est un point important, avec les programmes de psychoéducation. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a beaucoup de patients qui ne peuvent pas accéder au programme de psychoéducation en présentiel. Non pas forcément systématiquement par manque de place, mais aussi par manque de disponibilité des patients, ou par rapport au fait que les patients habitent trop loin, ils ne vont pas faire 3 heures de route pour venir faire 2 heures de programme. Souvent, au-delà d'1 heure, 1h30 de trajet, les patients préfèrent ne pas participer au programme. Donc évidemment, on a formulé des hypothèses autour de la question de la prévention de la récidive, et puis des hypothèses autour de l'observance, mais on nous a également demandé de rajouter une analyse médico-économique pour savoir si évidemment il y aurait un intérêt ou pas. Donc on pourra se rattraper en cas de non-infériorité non démontrée par la question du rapport médico-économique. Donc l'objectif principal, c'est mettre en évidence une non-infériorité sur les taux de récidive à 12 mois entre les deux groupes. Et puis on va devoir inclure des patients qui sont stables depuis au moins 1 mois et qui possèdent un smartphone, mais qui peuvent aussi se rendre à des séances de groupe de psychoéducation. Donc c'est compliqué parce qu'on va les randomiser après, soit dans le groupe smartphone, soit dans le groupe psychoéducation en présentiel. Donc une étude avec 3 visites. Comme c'est une étude qui est quand même assez compliquée à mettre en œuvre, on a essayé de limiter les visites. Une visite initiale, une visite à 6 mois, une visite à 12 mois, avec évidemment un enjeu qui va être autour de l'utilisation de l'application, puisqu'il va falloir, et je pense que ça fait l'objet de ma conclusion aussi, mais qu'il y a une sous-estimation de la place du professionnel de santé dans la question des nouvelles technologies, et qu'évidemment, il y a un point extrêmement important, c'est de savoir comment on positionne le professionnel de santé dans le cadre de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Voilà, donc ça c'était le cadre du projet. Et puis les évolutions à venir, qui nous rapprochent finalement de projets qui ont déjà été évoqués, mais qui sont un projet de développement autour de données passives et objectives qui pourraient être recueillies. L'utilisation également d'outils connectés d'associations pour améliorer la qualité par exemple de la mesure du sommeil ou de l'activité. Et puis qui viendrait donc s'ajouter à ce qu'il existe déjà. Donc évidemment, au final, il y a toujours cette diapositive très positive auquel je pense il faut croire, c'est important, de se dire qu'on va vers cette psychiatrie de précision, qu'on va pouvoir combiner des biomarqueurs génétiques, cliniques, d'imagerie fonctionnelle avec ces données de comportement finalement, d'utilisation et d'auto-évaluation des patients, qui vont permettre évidemment d'être en temps réel, 24/24, d'être plus objectif dans le suivi et l'évaluation, et d'avoir une accessibilité beaucoup plus élargie pour aller finalement vers une approche très individualisée. Alors, en termes de conclusion, je dirais que l'idée c'était quand même de pouvoir rendre accessible à grande échelle des interventions de type psychoéducation. On a vu qu'en termes de faisabilité, d'acceptabilité et de satisfaction, c'était possible pour les utilisateurs. La question reste posée pour les professionnels, déjà, et elle reste également posée en termes d'efficacité, puisque les études sont en cours. Le deuxième aspect, c'est la question justement de l'utilisation conjointe avec le psychiatre, qui n'a jamais été abordée. Et encore une fois, je pense que l'utilisation, alors j'ai dit psychiatre, j'aurais dû dire professionnel de santé, je pense que c'est une utilisation qui doit être mixte pour qu'elle puisse avoir un effet. L'autre question qui n'a pas encore été abordée, donc l'efficacité, je l'ai dit, mais c'est la dose optimale.
de l'utilisation de ces applications. Combien de fois par jour, sur quelle durée, au bout de combien de temps on considère que c'est bon. Et puis, donc cette évolution vers quelque chose de plus objectif pour aller individualiser les interventions. Donc je vous ai remis le petit mail. Et donc n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des choses par rapport à cette application. Voilà, je vous remercie de votre attention.